Bonjour, bonjour, vous écoutez l'émission Booste ta vie agit, animée par votre dévouée Nathalie Mahé-Chimbert, coach et boosteuse de vie en action. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir sur Radio Bien-être et dans notre émission le professeur Henri Joyeux, cancérologue et chirurgien, Raphaël Colici, fervent défenseur de la biodiversité et de l'agriculture biodynamique, ainsi que la très aimable participation de Madame Christine Joyeux. Point commun de nos trois invités ? L'amour et le respect du vivant, de notre droit et de notre liberté à une santé vraie et une vie saine. J'ai l'immense plaisir de vous présenter deux hommes qui ont le courage de leurs convictions et qui, malgré un discours ambiant qui endort notre discernement et notre vigilance, agissent. L'un en préservant avec passion le vivant, l'autre en transmettant publiquement des informations qui font réfléchir. Voici donc le professeur Henri Joyeux, chirurgien, cancérologue, leader de notre liberté à une santé vraie. Bonjour professeur. Bonjour, content d'être avec vous. Et surtout d'être avec Raphaël pour que nous puissions répondre à vos questions d'une manière telle que tout le monde puisse comprendre. Merci. Et Raphaël Colici, un de nos leaders français passionnés de la biodiversité. Bonjour Raphaël. Bonjour, moi aussi je suis ravi et honoré d'être avec le grand professeur Henri Joyeux qui vraiment est le seul médecin qui depuis des années défend la liberté de se soigner et qui surtout éduque beaucoup de gens et ça c'est important. Ah, très bien. Alors justement, professeur Joyeux, un mot sur cette liberté de chacun à une santé vraie. À votre avis, sommes-nous suffisamment armés aujourd'hui pour sauvegarder une santé vraie ? Alors quand je dis santé vraie, c'est-à-dire pas cette santé maintenue chimiquement par des médicaments, mais celle que nous avons peut-être dès le départ dans nos cellules. Vous avez utilisé le mot « sommes-nous suffisamment armés ?» Ce mot n'est pas faux. Je dirais « nous ne sommes pas suffisamment informés ». Et c'est notre faute, et je me mets en tête dans la faute, en ce sens que nous, médecins, si vous voulez, nous sommes en train de regarder la santé à travers la maladie. Or, le grand public, j'imagine ceux qui nous écoutent, ce qui les intéresse, c'est la santé. Ce n'est pas de savoir quels sont les signes du cancer de l'estomac, c'est de ne pas avoir le cancer de l'estomac. Or, aujourd'hui, si nous regardons dans l'enseignement des facultés de médecine, on enseigne les maladies avec les symptômes, avec les traitements. Et côté prévention, vous avez une ou deux lignes, pas grand-chose, qui n'est pas retenu par l'étudiant. Parce que lui, il va être interrogé sur comment tu traites le cancer de l'estomac, comment tu fais le diagnostic du cancer de l'estomac, mais on ne va pas lui dire comment tu préviens. Vous voyez ? Donc il y a déjà une orientation qui fait que nous n'aidons pas le public, nous ne lui donnons pas l'information suffisante. Alors, qu'est-ce qu'il reçoit comme information ? Il reçoit Doctissimo. Alors Doctissimo, c'est un très joli nom, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que derrière Doctissimo, ou devant Doctissimo, il y a des laboratoires pharmaceutiques. Et que ces laboratoires sont là pour évidemment pousser à la consommation des médicaments. Vous avez un problème d'oreille, un problème ORL, un problème d'abdomen, peu importe, on va vous trouver un médicament. Même si ce médicament a des effets peut-être positifs pour traiter un symptôme, mais a des effets indésirables par ailleurs. Mais on ne va pas vous donner un interrogatoire sympathique qui consisterait à vous dire « Mais comment vous comportez-vous ? Comment vous alimentez-vous ? Comment dormez-vous ? Comment évacuez-vous ? Comment buvez-vous ?» Voyez ? Et c'est à partir de là qu'on se rend compte que les naturopathes, les ostéopathes, des gens qui sont orientés vers la santé et pas simplement vers la maladie, sont plus efficaces que nous, parfois, les médecins. Donc, moi, mon rôle, c'est de faire passer de l'information vers la santé. Et je suis sûr que c'est possible. Et avec un homme comme Raphaël, qui est à la fois branché, lui, par la santé et par l'agriculture, parce que c'est un agriculteur, premier acteur de santé, alors là, il y a une symphonie formidable et les gens écoutent. Les gens écoutent très fortement, un peu comme quand on est avec Pierre Rabhi pour discuter d'une phrase qu'il a donnée un jour où j'étais en conférence avec lui, il n'y a pas très longtemps, c'était « soigner la terre, c'est soigner l'homme ». Soigner la terre, soigner l'homme. Mais il faut entendre ce que ça veut dire. Soigner la terre, c'est soigner l'homme. C'est extraordinaire. Alors justement, Raphaël Colici, homme de terrain donc, quelle synergie naturelle pourrait-on mettre en place entre la nature et nos actions, donc les actions de chacun, maintenant pour élever la qualité des aliments qui nourrissent notre corps et qui est justement recommandé par le professeur Joyeux, notamment dans son dernier livre « Changez votre alimentation ».
La première chose, c'est déjà de s'alimenter avec des produits sains. Je ne dis pas forcément avec des labels, parce que voilà, on est dans des sociétés qui essayent de prendre de l'argent à tout le monde, et que certains ne peuvent pas payer ces labels, mais qui cultivent comme il faut. Hein, je tiens à le dire parce que c'est important. Et donc, le consommateur, suivant son pouvoir d'achat, doit trouver une source d'approvisionnement. S'il ne peut pas faire son jardin, s'il n'a pas des parents qui en ont un ou des amis, eh bien, c'est vraiment de faire cet effort de mettre quelques centimes en plus pour avoir une bonne alimentation. Et comme le dit Christine Joyeux, ensuite... Pardon, donc Christine Joyeux, épouse du professeur Joyeux et qui est vraiment active aussi dans cette action de transmission. Bonjour Madame Joyeux. Bonjour. Voilà, c'est un point important. C'est pour ça que moi, ce qui me plaît dans la vie, c'est d'être en synergie avec l'intelligence collective. Parce que chacun va avoir sa sensibilité. Et Christine, ce qu'elle nous apporte, eh bien, c'était une émulation à cuisiner ces bons produits et de façon intelligente, pas forcément compliquée, hein, avec la cuisson vapeur et de choisir le bon cuit vapeur, etc., etc. Donc, vous voyez que on peut faire des choses simples, mais il faut faire les bonnes choses, hein, simplement en bon paysan. Voilà, on produit ou on achète à des bons producteurs de proximité. Ensuite, on fait attention à donner tous ces jours des très bons conseils qui peuvent, parce que certains ont un approvisionnement avec un peu de chimie, donc comment se débarrasser des pesticides, c'est très important. Parce que vous savez, tout est information, aussi bien en négatif qu'en positif. Et plus vous allez culpabiliser parce que, mais voilà, je suis désolé, mais voilà, je vais encore acheter des mauvais produits pour mes enfants, pour moi-même. Vous surrajoutez du négatif. Vous mettez même de la mauvaise énergie et même de la pathologie, parce que le cerveau, lui il travaille. Hein, il ne reste pas comme ça. Donc, quand on nomme les choses, déjà, il faut être prudent. Et ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est que, voilà, il en faut pour tout le monde. Quelqu'un qui peut pas faire cet effort d'acheter du bio, eh bien, Christine nous a donné des clés, hein, des clés pour s'en débarrasser. Voilà, c'est intéressant. Et donc, la bouche, hein, c'est le début. Hein, la nourriture, c'est premier. Et puis, on a cette voûte palatine que j'utilise en ostéo parce que... eh bien, elle est là comme fondation du cerveau, hein, sur le plan de tous les mouvements du liquide céphalorachidien. Donc ce palais des saveurs, comme le dit si souvent le professeur Joyeux, eh bien, ce palais des saveurs, déjà, hein, pour moi, c'est une église, c'est un temple. Hein, c'est un temple, voilà, la nourriture va rentrer dans ce temple. Eh bien, voilà, mâchons, prenons le temps de mâcher, que les choses s'accomplissent, en fait. Le temps et la saveur et le fait d'être dans le temps présent, finalement, lorsque l'on mange. Voilà, donc vous voyez que ce lien au divin dont parlait tout à l'heure le professeur Joël, eh bien, il est là encore, voilà, cette entrée, hein, qui est quand même où tout se passe. Hein. Il y a sur le plan des mâchoires, les ATM, hein, c'est encore un autre... Voilà, donc la mastication, on reçoit. Voilà. On a perdu maintenant beaucoup de formes de politesse entre les hommes. Mais là, on reçoit la nourriture. C'est sacré. Voilà. Et ensuite, eh bien, le corps, lui, il a pris des informations. Le cerveau, il a enregistré la pomme, il a enregistré le poireau, il a pris le temps de l'enregistrer et il va le digérer au mieux. Mais il a reçu les informations enzymatiques, mais il a reçu aussi d'autres informations beaucoup plus subtiles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout est vivant, tout est vibration, et voilà, il faut les accueillir avec humilité et dire, voilà, il y a plusieurs niveaux de nourriture. C'est donc le vivant qui est notre première médecine.
finalement, pour rester en bonne santé? Oui. Oui, mais voilà. Pour moi, c'est plusieurs facteurs. Il y a l'alimentation, mais il y a aussi la façon dont on va entretenir notre corps. J'ai vu que beaucoup de scientifiques qui préconisent de nouvelles méthodes, eh bien, entre 20 et 30%, la réponse thérapeutique, ça va être le sport, le mouvement. N'oublions pas que nos cellules, que l'ADN est une spire et que ce mouvement, il est en nous depuis notre création et le mouvement, c'est la vie. Merci Raphaël. Donc professeur Joyeux, Raphaël parlait donc du sport. Qu'en pensez-vous? Le lien entre le sport, la santé, le cancer et le cerveau? Alors je crois que nous sommes des êtres faits pour agir, pour marcher, pour tenir des instruments, pour nous servir de nos doigts. Et je raconte avoir vu à la télévision un enfant, je crois asiatique, qui était né sans bras. Il arrivait à jouer du Chopin avec ses doigts de pied. Je me suis dit, mais si un seul humain y arrive, tous peuvent y arriver. Mais en général, comme on a tous nos doigts, on le fait avec les doigts. Ça veut dire que, effectivement, nous sommes des êtres actifs. Quand nous sommes morts, nous ne bougeons plus. Bon. Mais cette activité, elle dépend de notre cerveau. Et notre cerveau, lui, a besoin d'une certaine énergie. Cette énergie vient de l'alimentation. Donc on retrouve une sorte de symphonie, si vous voulez, entre ce que je vais consommer dans mon alimentation, qu'est-ce que ça va réaliser dans mon corps, sur mon cerveau, pour prendre telle ou telle décision, mais aussi sur mes muscles, sur mes reins, sur mon foie, sur mes os, sur tout mon système qui constitue mon être humain. Car l'être humain n'est pas simplement qu'une machine sous forme d'un corps, c'est aussi un esprit qui est capable d'intelligence et de réfléchir, c'est aussi une affectivité, capable de dire ce tableau me plaît, ce paysage me plaît ou ne me plaît pas, cette personne je l'aime et celle-là, à l'inverse, je ne l'aime pas. Bon, donc nous avons tout cela, mais nous avons aussi une partie extrêmement profonde que un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean Delacroix, un Espagnol, disait la fine pointe de l'être. Fine pointe de l'être. Ça veut dire que c'est très fin parce que c'est l'extrémité, mais évidemment ça, on ne le perçoit que difficilement. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'invisible. Or, nous vivons dans un monde où on est trop accroché au visible. Et on vous dit, ce que tu touches pas, ce que tu palpes pas, ce que tu ne vois pas, ce que tu ne sens pas, ce que tu n'entends pas, ça n'existe pas. Pas si vrai que ça. Je ne crois que ce que je vois. Oui, mais c'est idiot parce que, par exemple, est-ce que vous pouvez mettre l'amour en équation? Est-ce que vous pouvez dire, quand vous aimez un être, est-ce que vous pouvez dire, cet amour, il vaut tant d'argent? Bon, quand vous offrez un bijou, vous le payez, d'accord? Mais quand vous recevez de l'amour et quand vous en donnez, il n'y a pas plus gratuit. Or, l'amour, c'est un des vecteurs, un des moteurs de la vie. Alors, ce moteur de la vie qu'est l'amour, il ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas la bonne nutrition, la bonne alimentation. Or, le fruit, il m'aime et je l'aime. Pourquoi? Parce que ce fruit, il faut voir son histoire, il faut voir d'où il vient. Comme le dit très bien Raphaël, quand vous avez un noyau d'abricot, quand vous avez une graine, vous en faites quoi? Vous dites ça correspond à quoi? À que dalle? C'est un noyau, c'est une graine? Non, pas du tout. C'est de la vie en puissance. Exactement quand vous avez un œuf humain ou un embryon humain. C'est une vie en puissance. Nous avons tous été, malgré quel que soit notre âge, on a tous été cela. Et donc, dans un embryon humain, vous avez une perspective de 100 ans à 120 ans devant. On ne sait pas ce que ça va donner. Bon. Donc, ça aussi, la vie est une perspective dans laquelle on ne sait jamais très bien qu'est-ce qui va se passer dans les instants à venir. Peut-être dans 1 heure, je sais ce que je vais faire, mais dans 3 jours, dans 4 jours, je ne sais pas ce qui va arriver. Bon. Donc, il faut accueillir la vie. C'est accueillir les autres, c'est accueillir ceux qui sont proches comme ceux qui sont éloignés, et c'est aussi accueillir ce que la nature nous donne. J'aime beaucoup l'expression « la mère terre ». La mère terre qui est effectivement ma mère, en ce sens qu'elle me donne des produits absolument fabuleux pour ma santé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de rejeter les animaux, il s'agit de les mettre à leur juste place. Il y a des poissons, il y a des animaux à 2 pattes, il y a des animaux à 4 pattes, bon, mais il y a tout le végétal. Or, nous avons inversé notre façon de nous alimenter en considérant que le produit animal était responsable de la force, de la virilité, de l'intelligence, etc. C'est pas vrai. Ce qui est le plus important pour nous, c'est le végétal. Donc on doit monter la consommation du végétal, aller jusqu'à 80% de végétal et 20% de produits animaux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agriculteur qui me donne aussi bien des produits animaux que des produits végétaux, il faut qu'il me donne des produits de qualité. Et là, on est obligé de distinguer entre l'agriculteur qui me fournit des pesticides qui ne sont pas bons pour ma santé et qui m'envoie à l'hôpital, et l'agriculteur qui fait de l'agriculture biologique
de la permaculture, de la dynamique au niveau de l'agriculture biodynamique, et qui, celui-là, me donne des produits tellement bons que je ne suis jamais malade. Et donc, il stimule mon système immunitaire. Et là, vous faites le lien entre la terre, l'agriculteur et le médecin. Celui qui soigne. Mais celui qui soigne doit être aussi un excellent spécialiste de la prévention. Il doit être capable de vous donner des conseils en vous disant, ben voilà, vous inquiétez pas, jusqu'à maintenant, là vous avez choisi ce type de comportement, là attention, là vous courez un danger. Vous courez un danger parce que en mangeant trop de ceci, trop de cela, pas assez, vous prenez pas le soleil. Bon, je vais vous prendre un exemple amusant, parce que j'étais au Maroc récemment, et je me rends compte qu'au Maroc, les femmes sont presque toutes sous vitamine D. Mais je me suis dit, mais attendez, moi je vous vois, il fait soleil là-bas, jour et nuit au Maroc. Qu'est-ce que vous prenez la vitamine D? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on a mis un paramètre de taux de vitamine D qui est très élevé. On a mis à 40. Bon. Or, peu de gens sont à 40. Donc quand vous êtes à 38, à 32, à 34, ah, attention, vous manquez de vitamine D. Prescription. Et on ne vous dit pas que la moitié de ce que vous prenez en prescription, ça n'est pas biodisponible. La seule indication de la vitamine D dans ces pays, c'est la burqa. C'est-à-dire quand les femmes sont grillagées derrière un visage qui ne prend pas le soleil. Vous voyez. Alors, je le dis avec beaucoup de sérieux et en même temps avec un peu d'humour. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose pour le cholestérol. C'est la même chose pour le diabète. On vous dit, vous avez un diabète qui démarre, à vie, vous allez avoir un traitement. Vous avez un peu de cholestérol qui monte, à vie, vous allez avoir un traitement. Non, il faut changer les habitudes alimentaires. Il faut voir qu'est-ce qui est dans mon comportement excessif par rapport à mon corps. Je mesure 1m78. Je parle de moi. Je ne dois pas mesurer 78 plus 20, 98. Sinon, je ne suis pas en bonne santé. Je ne dois pas peser non plus 78 moins 10. Sinon, je suis fatigué. Je dois peser 78. Si je suis une femme et que je mesure 1m75, je dois mesurer un poids à peu près 65, 10 de moins. Vous voyez, tout ça, on le sait. Le grand public est capable de l'entendre, mais il faut le lui dire sans l'agresser, sans culpabiliser. Il faut faire très attention à ça. Parce que si vous culpabilisez, les gens vous rejettent. Il faut plutôt le dire avec humour, avec délicatesse, et dire, bon, ben, vous considérez, madame, que vous avez du surpoids, vous inquiétez pas. Combien vous estimez? Ben, j'estime, docteur, que j'ai 10 kilos. Elle a trop forcé, ça peut être 8. Eh bien, en 10 mois, je vais vous aider à retrouver tout ça. Et dans 3 mois, elle va m'envoyer un mail, docteur, je me sens mieux. J'ai perdu 3 kilos, je me sens mieux dans ma peau, je suis plus positive, je suis moins négative, je souris davantage, j'écoute plus les autres, je fais passer des messages. Nous sommes faits pour faire passer des messages. On est des transmetteurs. Surtout quand on a la chance d'être en bonne santé et d'avoir le savoir. Quand j'écoute Raphaël qui me parle de l'huile d'olive, franchement, je me régale. Pourquoi? Parce qu'il me permet de comprendre qu'est-ce qu'il y a de bon dans l'huile d'olive, qu'est-ce qui est le bon goût de l'huile d'olive. Il me permet de choisir celle-là qui est meilleure que celle-là. Celle-là ira avec du poisson, celle-là elle ira avec autre chose, etc. Vous voyez? Quand il me montre les pommes de terre qu'il fait venir, quand il me montre les différentes fleurs, son trajet de chez lui, où vous avez toutes les senteurs, il me stimule mon odorat, il me stimule des sens. Or, nous avons des sens qui ne sont pas faits pour rien. Ils sont faits pour stimuler mon cerveau. Savez-vous que notre première, nos premiers souvenirs, ils sont dans le ventre de la maman. Alors les gens vous disent, mais moi je ne me souviens pas quand j'étais dans le ventre de maman. Bien sûr. N'empêche que dans le ventre de la maman, quand la maman prenait du fenouil, quand elle prenait une bonne huile d'olive de chez Raphaël, eh bien, la molécule aromatique passe le placenta. Elle passe le placenta. Et donc, elle va suivre le cordon ombilical, elle arrive au bébé, et le bébé, il va capter ça dans son hippocampe. Ce qui fait que quand il va être né, et qu'on va lui donner un petit peu d'huile d'olive, vous savez qu'en Grèce, c'est une des symboles de la vie, le petit qui vient de naître, on lui donne une toute petite cuillère, quelques gouttes d'huile d'olive, parce que c'est le symbole de la fécondité, de la vie, etc. Vous voyez, c'est très juste, c'est très très juste. Donc, nous recevons déjà dans le ventre de la maman, dans nos premiers mois de vie in utero, nous recevons déjà des informations qui sont de nature olfactive et gustative. Et qui sont mémorisées. Ah, qui sont mémorisées, tout à fait. Au niveau de l'hippocampe. Au niveau de l'hippocampe. Juste pour expliquer aux auditrices, c'est ça, dans la zone de la mémoire. Voilà. Dans la zone de la mémoire. Et ensuite, quand le bébé naît, vous prenez un bébé qui vient de naître, vous mettez dans un lit deux mamans, parfumées de la même façon, habillées de la même façon. Elles ne disent pas un mot, elles respirent de la même façon, et le bébé, vous le mettez au milieu, il va ramper vers sa mère. Pourquoi? Parce qu'il a repéré l'odeur de sa mère, parce que le liquide amniotique de sa maman n'est pas le même au niveau de son odorat que le liquide amniotique de l'autre maman qui est à côté. Donc ça veut dire qu'il a vraiment mémorisé, puisqu'il va ramper vers sa mère. Vous voyez, il va reconnaître le fenouil que sa mère a pris pendant le temps de la grossesse. Donc tout ça c'est intéressant même au plan philosophique, parce que quand nous perdons la vie, vous savez, quand on a un Alzheimer, un Parkinson, une maladie neurodégénérative, qu'on a le système osseux catastrophique parce qu'on n'a pas assez bougé, qu'on a notre système nerveux qui ne fonctionne plus très bien, qu'est-ce que c'est qu'on perd? Le goût et l'odorat. Le goût et l'odorat. À la fin de la vie. Donc ça veut dire que si nous voulons vivre longtemps,
Si nous voulons vivre longtemps, il faut savoir stimuler son goût et son odorat. Et comme l'a répété très justement Raphaël, j'aime beaucoup le mot palais, les saveurs, palais, saveurs, avec les glandes salivaires qui sont macroscopiques, qui sont microscopiques, avec les papilles de la langue qu'on refait tous les 10 jours, l'odorat qu'on refait tous les 3 mois. Mais c'est merveilleux. Et nous ne savons pas tout sur le fonctionnement de notre corps, le fonctionnement de nos cellules. Mais déjà, ce que l'on sait permet de dire que nous sommes des êtres sacrés. Et ce qu'a dit Raphaël tout à l'heure, il a dit « La terre nous donne des choses sacrées ». Oui, elle nous donne des choses sacrées à des êtres qui sont des êtres sacrés. Même des gens qui sont totalement athées, ils vous disent que la vie humaine est sacrée. Ben, ils ont raison. Et là, je partage totalement. Alors, petite question, Raphaël. Qu'est-ce qui, dans tes tripes ou dans tes valeurs, a motivé à te lancer dans cette croisade de l'amour de la planète Terre et de la mère nourricière, en fait, que représente la Terre? Alors peut-être que la première raison consciente, ça a été de voir mes grands-parents à l'œuvre. Hein, j'ai vu aussi bien mes grands-mères que mes grands-pères, mes arrière-grands-pères, mes arrière-grands-mères, eh bien, avoir un lien charnel avec cette terre, avec l'environnement. Ils allaient ramasser, c'est mon plus vieux souvenir quand j'avais 4-5 ans, ou 5 ans et demi, ils allaient ramasser les asperges, ils allaient ramasser toutes sortes de salades sauvages à chacune. Voilà, ils vivaient vraiment en osmose, plus le jardin évidemment, plus. Et puis il y avait des baies sauvages. Et je me suis dit, ils ont participé à façonner ce monde, nos traditions. Et j'y tiens à nos traditions parce que c'est elles qui guident et qui sont les garde-fous de tout être humain. Il n'y a rien de tel quand une civilisation n'a plus ses garde-fous, n'a plus ses mémoires ancestrales. Eh bien, je crois que c'est comme si on tuait mes générations précédentes. Hein. Et puis de savoir que l'homme qui a mis des milliers d'années à préserver ce capital, pour nous, il l'a fait pour nous, comme nous, on se bat aujourd'hui pour nos enfants, pour nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Eh bien, je crois que consciemment, hein, ensuite, peut-être que, inconsciemment, ce sont d'autres raisons. Mais de ce que je ressens qui a motivé mes actions, parce que ça semble facile de dire ça aujourd'hui. Oh, mais c'est bien, tu as préservé tant de centaines d'arbres, tu as fait pendant 40 ans. Voilà. Mais je l'ai fait avec plaisir, même si c'était quand même du sacrifice, hein, parce que moi, je ne sais pas que d'aller au ski, d'aller... Voilà, tous les jours, je travaille. Je ne sais pas ce que c'est de s'arrêter. C'est pour ça que j'ai un peu culpabilisé cette semaine d'être ici. Même si on a travaillé 5 ou 6 heures par jour, moi c'est 14, 15 heures, c'est de soulever les cailloux, c'est de m'affronter à la matière. Là, on est un peu dans l'intellect. Hein. Ça, pour moi, c'est pas du travail. Voilà. Mais voilà, donc j'ai une vision un peu particulière. Mais c'est la mienne. C'est comme ça que j'ai été construit. Et donc, quand je ressens que ces jeunes n'ont plus de repères, ils mangent n'importe quoi, alors que il y a toute cette richesse autour de nous. Et pour élargir la question, eh bien, moi, ça me fait mal au cœur de voir ces générations sacrifiées qui plongent dans la drogue. Et souvent, les gens à qui je trouve du travail, je suis obligé de les extirper de ces dépendances que sont les drogues nouvelles, qu'on dit non dangereuses. Qu'en pensez-vous justement, professeur Joyeux? C'est très intéressant ce que vient de dire Raphaël, notamment le message à transmettre auprès de ces jeunes générations qui sont peut-être en perte d'information et donc qui sont complètement perdus et se raccrochent à certaines choses ou à des illusions. Oui, on les met dans l'illusion parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à cela, avec de l'argent. Hein, la drogue, ça se vend. Alors au début, on l'offre aux jeunes. Et puis 10% des jeunes, ils vont s'y mettre, ils vont être addicts. Bon. Ce que je crois, c'est que les jeunes, moi j'en rencontre beaucoup dans les lycées, et je vais très loin puisque je commence en CP. Je commence en primaire. Et si on me disait quel est l'âge vraiment le plus important, si vous aviez un âge à choisir, je dirais qu'il faut démarrer en CP.
C'est-à-dire faire toute l'école, la petite école, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Bon, enfin, j'ai la chance d'avoir l'agrément de l'éducation nationale pour pouvoir passer dans tous les lycées et les collèges. Et j'ai vu des centaines de milliers de jeunes, je dirais tous les ans, en passant je donne une journée par semaine aux jeunes, tout à fait gratuitement, bénévolement. Et j'exige que les professeurs soient présents, parce que s'ils ne sont pas d'accord avec moi, eh ben, ça m'est égal, mais ce qui est important, c'est qu'ils puissent dialoguer, qu'ils puissent ensuite dialoguer avec les élèves, qu'ils peuvent poser des questions. Et ensuite, je vois les parents, et j'explique aux parents les questions qui ont été posées aux jeunes. Alors, les jeunes, si vous voulez, je crois que quelque chose qui est très important avec un jeune, c'est de lui dire « tu n'es pas capable de ». Un jeune ne supporte pas d'entendre « je ne suis pas capable de ». Alors, vous ne dites pas quoi? Non, non, je suis sûr que tu n'es pas capable. Je suis sûr que tu n'es pas capable de faire ça. Quoi? Non, non, je ne peux pas te le dire, parce que je suis sûr que tu n'es pas capable. Qu'est-ce que vous stimulez en disant ça? Vous dites stimuler chez le jeune, je vais te montrer ce que je suis capable de faire. Bon. Et c'est comme ça que je peux arriver à aider des jeunes à sortir du tabac. Que je peux aider des jeunes à dire, tu vas aller faire un mois là-bas pour aider un agriculteur ou une famille qui est dans la merde. Tu n'es pas capable. Tu m'as dit que tu es capable. Tu tapes. Je n'ai pas besoin que tu signes un papier. Oui. Vous voyez? Bon. Donc ce qui est très important, les jeunes, il faut stimuler l'héroïsme. Nous avons tous été jeunes. Et en particulier pour les garçons. Je ne suis pas une fille, je suis un garçon. Mais chez les filles, c'est une autre forme il faut les prendre par un autre angle, si vous voulez. Hein. Mais chez les garçons, il faut les prendre par l'angle de l'héroïsme. Tu es capable de. Ne me dis pas que tu n'es pas capable. Alors, le quoi? Il faut choisir, évidemment, en fonction de l'âge de cet enfant, en fonction de ce que vous pensez, ce que vous savez un petit peu de lui, en ayant un peu discuté avec lui pour voir qu'est-ce que sont ses orientations. Est-ce qu'il aime les maths, la littérature, les animaux, la nature, le cosmos, j'en sais rien, les étoiles, bon, voilà. Et à partir de là, vous allez pouvoir un peu orienter ce jeune et puis lui poser des questions, lui disant, voilà, quel est ton rêve? J'ai pas de rêve. T'as pas de rêve? Pas possible. Ne me dis pas que t'as pas de rêve, c'est que tu n'oses pas me le dire. Quel est ton rêve? Poussez le jeune à sortir son rêve. Parce que parfois, il l'a occulté. Quand je vois des jeunes, par exemple, garçons ou filles, vous avez des pessimistes et des optimistes. Moi, je dis toujours, donne-moi 5 de tes qualités. Vous avez des garçons qui vous disent, moi, j'ai pas de qualité. Ah bon, t'as pas de qualité? Est-ce que tu aimes la musique? J'adore. C'est pas une qualité d'aimer la musique? Est-ce que tu aimes le sport? J'adore. C'est pas une qualité d'aimer le sport? Bon, ils croient que la qualité, ça va être les maths, la physique, l'histoire, les cours du lycée ou de l'école. Non, c'est pas ça. Donc, valoriser l'enfant, le jeune, tu as des qualités. Maintenant, si je trouve un jeune, ça m'est arrivé de voir un jeune garçon, une fille, qui me sort 5 qualités, pam, 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 pam. Celui-là, il est dans l'orgueil. Celui-là, il faut lui dire, attends, des défauts, tu en as? Et moi, je leur explique que s'il a 5 qualités, il a 5 défauts en face. Il faut faire l'équilibre. Il faut les mettre dans l'humilité. Oui. Et l'humilité, c'est pas j'ai la chance d'avoir des neurones, donc je suis hyper brillant en maths, en physique, et tous les autres sont des cons, donc je vais les humilier. Non. Tu as eu la chance d'avoir des neurones, qu'est-ce que tu en fais de tes neurones? Qu'est-ce que tu fais de ton intelligence? Tu la donnes, elle est à toi, elle est qu'à toi, elle est pour que tu t'en gaves, tu ne trouveras pas le bonheur. Le bonheur, c'est d'utiliser ce que tu as, d'une part pour le transmettre, et d'autre part de tendre l'oreille, qu'est-ce que l'autre il peut m'apprendre? Le clochard dans la rue, assieds-toi à côté de lui. Tu dis peut-être, il sent pas bon, il n'est pas propre. Eh bien, assieds-toi et demande-lui de te raconter son histoire. Et tu vas te rendre compte que peut-être, si toi tu avais eu la même histoire, tu serais à sa place. Oui. Et que lui, s'il avait eu la même histoire que toi, il serait à la tienne. Oui. Donc mettre les jeunes dans le réel et dans l'humilité, mais en même temps en leur disant, tu as des qualités mon fils, tu as des qualités ma fille. Tu n'as pas que des qualités. Tu as aussi des difficultés, peut-être, pour reconnaître ceci, reconnaître cela. Oui. Donc, ça, c'est très important. Moi, j'aime beaucoup le dialogue avec les jeunes, mais qu'il soit en vérité. Alors, c'est vrai. Pour trouver sens, en fait, aussi, hein, voilà, à leurs actions, à ce qu'ils font. Quel sens ça a? Vous voyez, je vous donne un exemple très précis. Une jeune fille de 15 ans qui est suicidaire. Bon, elle est suicidaire, et alors, elle m'avait entendu en conférence dire que le hashish, c'était pas bon. Bon, et elle m'écrit, non, le hashish, il m'aide. Bon, très bien, il t'aide. En quoi il t'aide? Réponse, il m'enlève mes soucis. Ah, quels sont tes soucis? Et là, elle me sort les soucis. J'ai une copine qui s'est suicidée et je pense sans arrêt à elle. Vous voyez? Bon, donc là, il faut démonter les mécanismes en lui disant, mais oui, ta copine s'est suicidée. Je comprends que tu as envie d'aller la rejoindre. Mais tu ne vas pas faire ça. Parce que ta copine, si elle était là, elle te dirait que tu ne fais pas ça. Parce que ta copine, elle t'aime. Même de là où elle est, je ne sais pas où elle est, mais même de là où elle est, elle ne veut pas que tu la rejoignes. Parce qu'elle sait qu'elle a fait une connerie. Elle le sait très bien. Et qu'elle ne va pas pouvoir utiliser cette vie merveilleuse avec le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, avec toutes les choses merveilleuses que la nature nous donne, mais en même temps avec des difficultés.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie n'est pas un tapis rouge. C'est pas un escalier roulant. Il faut se le peler. Il faut de la sueur. Quand j'entends Raphaël qui dit, ben oui, j'ai dû faire des sacrifices. Je bosse 14 heures par jour. Je prends des pierres. Je sais pas ce que c'est que d'aller au ski, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, d'aller ceci. Bon, en même temps, c'est du sacrifice, mais c'est aussi son bonheur parce qu'il transmet, parce qu'il prépare des choses pour les autres, parce que les autres viennent du monde entier le voir. Comprenez ? Oui. Et ça vous fait plaisir. Moi, en tant que chirurgien, quand j'ai mis au point des techniques chirurgicales et que j'ai vu des Américains qui sont venus, les Américains ils considèrent que les Français c'est des paysans. Bon, comme nous on dirait des paysans en chirurgie, vous voyez, bon, eux ils connaissent tout. Moi j'ai vu des Américains venir me voir opérer. J'ai vu aux États-Unis des types qui m'ont dit, montrez-moi la technique que vous avez mis au point. Bon, ça fait plaisir, c'est pas de l'orgueil. Si on se dit, bon, ben ça va, le message il passe, vous voyez. Bon, donc tout ça c'est des choses qui sont extrêmement, comment vous dire, délicates. Nous vivons dans un monde qui est délicat. L'homme est délicat, la femme est délicate, l'enfant est délicat. Donc on doit faire attention à tout ça et on n'est pas là pour se blesser les uns les autres, on est là au contraire pour positiver. Vous voyez, et quand quelqu'un est trop positif, celui-là, il faut un peu le remettre les pieds par terre, les pieds dans le fumier, vous savez, pour dire, ben voilà, ça c'est la vie de tous les jours, quoi. Lorsque vous dites positif, si quelqu'un est trop positif et qu'il faut le remettre un petit peu sur terre, finalement, dans la réalité des choses, vous faites une différence entre le côté positif ou le côté optimiste, puisque finalement, on est quand même rongé par le discours ambiant, en fait. Le discours ambiant qui nous pousse plutôt vers le bas, vers une spirale vers le bas. Le fait de dire d'être trop positif, c'est pas forcément bon non plus. Non, c'est pas trop contradictoire. Je suis très positif, mais très réaliste. Par exemple, je vais faire une perspective sur des sujets extrêmement sérieux dans notre société, mais je fais la perspective à un siècle, je ne verrai pas. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Et Raphaël va certainement ajouter des choses là-dessus. Vous avez des générations qui sèment et d'autres qui récoltent. Moi, mon père, parfois, il me disait, mais ce que tu fais dans les écoles, qu'est-ce que tu vois comme résultat ? Je disais, papa, que dalle. Je vois que dalle comme résultat. Mais les résultats, d'autres les verront. Je ne suis pas là pour voir les résultats nécessairement de ce que je... Vous voyez ? Voilà, semer la graine. Et ça, c'est l'humilité aussi. Vous voyez ? Par exemple, je ne sais pas, moi, il y a un arbre qui va donner le maximum de sa générosité d'arbre. Eh ben, je vais le planter à 100 ans, mais à 102, je ne suis plus là. Ah, mais mes enfants le verront. Oui. Ça sera transmis. Vous voyez ? Donc, et ça, c'est très, très important. Donc, être optimiste, mais réaliste. Être conscient que ce n'est pas nous qui pouvons complètement changer la Terre. Mais colibri. Et là-dessus, j'aime beaucoup, évidemment, Pierre Rabhi, parce que colibri, c'est la goutte d'eau pour éteindre un incendie. Si tous les colibris se pointent, on éteindra l'incendie. Voilà. Mais moi, je ne suis pas là pour éteindre l'incendie, je suis là pour apporter le fleuve du bonheur. Et je dis souvent aux jeunes, écoute, mets-toi devant une rivière et devant un fleuve, et regarde l'eau. Tu vois de l'eau, c'est jamais la même. C'est jamais la même. D'où elle vient, d'une source, où elle va, à l'océan. Ah, c'est ça la vie. Ta vie a commencé le jour où ton père et ta mère se sont donné beaucoup d'amour. Tellement d'amour que parfois, même inconsciemment, ils t'ont donné la vie. Ensuite, ta maman t'a aimé dans le ventre maternel. Ensuite, ton père, ta mère, ton grand-père, toute la famille autour de toi. Et puis, ils sont partis. Et peut-être un jour, tu les retrouveras. En tout cas, moi, je le crois. Et donc, tu finis dans un océan qui est un océan d'amour. Tout ça, ces images-là, les gosses les captent. Ils ont besoin d'images, ils ont besoin de voir des animaux, ils ont besoin de voir un arbre, ils ont besoin de voir des abeilles qui sont en train de polliniser. Vous voyez ? Or, le gros problème aujourd'hui, c'est qu'ils les voient à la télé. Ils ne les voient pas assez dans le réel. Nous, on les voyait dans le réel. Quand on voyait des animaux qui, entre guillemets, copulaient, alors on disait à nos parents, c'est quoi l'amour ? Regarde, c'est comme les animaux. Non, ils disaient des conneries, c'est pas ça. Un père et une mère, ça s'aime pas comme les animaux. Vous comprenez ? C'est quand même un petit peu différent. Mais ils ne savaient pas trop nous expliquer. Alors ils disaient, regarde le taureau et la vache, comment il fait ? Ah bon, mon père, il fait comme ça, le taureau avec la vache, ça fait drôle, quoi. Mais bon, c'était... Eh ben, aujourd'hui, il faut être beaucoup plus scientifique, mais se mettre à la portée de celui qui écoute. Voilà. Et donc, connaître quel âge il a, quelle tranche d'âge il a, quel métier il fait, si c'est un monsieur, c'est une dame, quel est son stress, qu'est-ce qu'il a vécu récemment, etc. Donc, être attentif à l'autre. Avant de lui parler, qu'est-ce qu'il veut savoir, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie. L'empathie et l'écoute, oui. L'attention, voilà. La vraie attention. Ah oui, très important. Et ça, il le sent, la personne le sent. Les malades le sentent. Les malades, ils se plaignent souvent de nous, médecins, en disant « Ouais, il m'a pas écouté, il s'est mis devant son ordinateur, il a tapé ses trucs, il m'a à peine dit bonjour, les gens sont hyper angoissés, hyper stressés. » Moi, quand ils me disent « Docteur, j'ai combien de temps avec vous ?» Je dis « Vous avez l'éternité. » Ah bon, l'éternité. Vous avez l'éternité. Alors mes consultations, elles durent. Alors on me dit « Ouais, tu devrais finir plus tôt. » Je m'en fous. Parce que si c'était ta mère, toi qui me critiques, tu voudrais bien que ta mère, je réponde à toutes ces questions. Donc si ça finit tard, ça finit tard. Vous voyez ? Ça, c'est le temps que l'on donne aux autres.
Je suis donc face à deux hommes super passionnés. Je vais poser la question au professeur Joyeux. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui, dans vos tripes ou dans vos valeurs, vous a motivé à vous lancer dans cette croisade? Parce qu'effectivement, vous êtes quand même très attaqué. J'aime pas le mot croisade. Ah, pardon. Ah non, mais c'est pas grave. C'est bien que vous l'utilisiez parce que souvent les gens l'utilisent. Parce qu'il y a eu 8 croisades, ça a été la catastrophe. Donc, au fond. Ce défi ou ce challenge. Voilà. Non, je suis dans. Comment vous dire? Étant enseignant, j'ai toujours beaucoup aimé enseigner les étudiants. Moi, j'ai eu des profs, je peux vous dire, j'en ai 2 ou 3 dans la tête, fabuleux. Et encore récemment, j'ai trouvé mon prof de sciences nat, je crois de 5e. Je l'ai vu à une conférence, il est venu m'écouter. Et il me dit, je suis content de mon élève. Bon. Et j'étais son élève. Bon. Et moi, j'étais content de mon professeur. Il m'a fait passer des choses. Bon, donc, j'aime transmettre. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, je m'appelle Joyeux. Bon, on porte des noms qui ont du sens. Et donc, je suis là pour passer de la joie. Vous voyez, mais en même temps du réel. Il ne s'agit pas de tromper les gens. Si une dame ou un monsieur vient me voir à un stade très avancé d'un problème de cancer, il ne faut pas que je lui dise non, je vais vous guérir, venez là, je vous donne ce médicament et je vous guéris. Oui, la situation est difficile. Et ils me disent, il me reste combien de temps? Écoutez, moi j'ai calculé que pour rentrer chez moi de l'hôpital, j'avais 49 platanes. 49 platanes. Bon, donc je me dis, si j'en embrasse un, fini. Bon. Donc, je disais, si ce soir, en rentrant à la maison, je me prends un platane ou qu'il y a un type à moitié ivre qui me rend dans la bagnole, je suis mort. Bon, donc vous allez dire, ah, Joyeux le sentait puisqu'il me l'a dit. Non, je ne le sens pas. Je dois être prêt à tout. Je dois être prêt à rester et je dois être prêt à partir. Je ne suis pas pressé de partir. Je suis plutôt pressé de rester. Parce que je sens que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais en même temps, je voyais récemment un homme qui est parti 15 jours après que je l'ai rencontré. Il est parti dans l'au-delà. Et il disait, j'ai encore beaucoup à faire, j'ai encore beaucoup à faire. Mais il n'était pas prêt au départ. Et ça veut dire aussi que nous devons réfléchir à notre condition. Et notre condition, c'est une condition de fragilité. Nous sommes des êtres fragiles. Un rien et on est out. Vous voyez, un rien. Un rien que ce soit extérieur, que ce soit au niveau santé. Voilà, et tout est... Donc nous sommes des êtres fragiles. Cette fragilité, il faut en être conscient. Et parce que je connais mes fragilités, ça va être ma force. Paul de Tarse disait, du temps de Jésus-Christ, il disait « Ma force est dans ma faiblesse ». Mais la traduction, je dirais, à mon avis, doit être « Ma force, c'est la connaissance de ma faiblesse. Parce que je sais que je suis faible, alors, sachant que je suis faible, je vais être fort pour éviter d'être et de tomber dans telle ou telle faiblesse. Je trouve ça merveilleux. Et je pense que ça, des jeunes sont capables de le comprendre, des adultes. Et puis, la personne qui n'est pas d'accord, moi, ça m'intéresse qu'on dialogue. Tu n'es pas d'accord, mais pourquoi? Et discutons. Et on va me faire bouger. Vous voyez? Vous parlez souvent dans vos conférences avec des petites touches d'humour. L'humour, pour vous, c'est important? C'est de l'amour. Alors, je vais vous dire, c'est dans une retraite, il y a fort longtemps, je crois qu'on était très jeunes mariés avec mon épouse, et il s'appelait le Père Finet, c'est un prêtre, il disait « L'humour est cousin germain de l'amour ». Et je trouvais que cette phrase était pas mal. L'humour est cousin germain de l'amour. Alors moi, j'aime mes cousins germains, mais c'est plus que ça. L'humour, c'est de l'amour. Vous voyez? L'humour, c'est de l'amour. Maintenant, attention, vous avez l'humour caustique. L'humour caustique qui consiste à se moquer de l'autre, c'est pas de l'humour. C'est l'humour respectueux de l'autre. Hein, parce qu'on peut faire de l'humour et être atroce avec l'humour. Alors, les blagues salaces, tout ça, moi, je veux bien en faire, hein, je sais en faire, et mes enfants sont encore plus forts que moi dans ce domaine-là. Mais je leur dis, il faut que ce soit un humour qui ait du sens, vous voyez, un humour qui ait du sens et qui fait que parfois, une parole difficile, délicate, un sujet lourd, si vous le passez par l'humour, ça va être intégré plus facilement que si vous le passez en faisant pleurer les gens, quoi. Hein, voilà. Notamment pour nos jeunes, en fait. Le message à faire passer, que ce soit au niveau santé, au niveau prévention de la maladie ou du cancer. Vous, effectivement, dans une de vos conférences, vous parliez justement de faire passer éventuellement, enfin le rêve, ce serait de faire passer des spots à la télé à grande audience, des spots humoristiques. Je ne sais pas si j'y arriverai. C'est pour ça que je veux faire un film qui devrait avoir plus... Écoutez-moi bien, hein, vous allez voir, ça c'est de l'orgueil. Non, c'est pas de l'orgueil. Il faut viser haut. Je voudrais faire un film qui est plus de spectateurs que le Titanic. Le film qui a eu le plus de spectateurs au monde s'appelle le Titanic. Bon, on est sur un bateau. Bon, c'est parce que c'est un beau film. Je l'ai vu une fois. Oui, j'ai pas d'émotion. Voilà, c'est bon, j'ai pas d'émotion. Mais je voudrais faire un film et je vais vous donner le titre. Bon, peut-être qu'il y a un producteur qui nous écoutera. Ça peut susciter des vocations de jeunes créateurs, justement, parce que si la télé n'est pas preneuse, vous avez les réseaux Internet aussi. Alors, voilà. Et le titre du film, tel que je le vois aujourd'hui, « Écoute, petit homme »,
avec un grand H, le H de l'homme qui embrasse toutes les femmes. Hein. Écoute, petit homme, émerveille-toi. Émerveille. Je trouve que on va pas avec mon épouse très souvent au cinéma, mais quand on y va, souvent il y a des films lourds, hein, des films de guerre, des films d'agression, des films de souffrance familiale, de souffrance d'enfants, etc. On voit rarement des films qui vous rendent, si vous voulez, du positif, vous voyez, qui vous transforment en sortant. Vous dites, ah, j'ai appris ça, c'est vrai, j'avais pas vu, je me suis régalé, j'irai le revoir. Voilà, vous voyez. Bon, j'ai ce rêve, je ne sais pas si j'y arriverai, mais quelqu'un d'autre le fera, je pense aussi. Ça peut être une idée pour nos jeunes, oui. Après, ça fait la 30e fois que je corrige le livre, il n'est pas encore sorti. C'est parce que j'ai compris que c'est un réalisateur de film qui m'a dit, pour un film marche, il faut d'abord qu'il y ait un livre. Il faut que le livre marche. Donc le livre, écoute petit homme, émerveille-toi, ce livre est prêt. Là, aujourd'hui, je l'ai fini, je suis en train de le peaufiner. Mon épouse va corriger un peu encore, elle va être difficile. Mais si ce livre marche, je suis sûr qu'on trouvera un producteur pour le faire. Le réalisateur, je l'ai, mais je n'ai pas de producteur. Vous savez combien il faut? Pour faire un bon film qui marche, il faut 10 millions d'euros. Écoutez-moi bien, 5 millions pour réaliser le film et 5 millions pour la promotion. Alors le problème, c'est que beaucoup de films français marchent mal parce que 80% de l'argent, on m'a expliqué tout ça, va pour la réalisation et 20% pour la promotion. Et non, il faut qu'il y ait 50-50. Et pourquoi? Parce que la promotion, si vous n'avez pas des journalistes pour dire ce film était bon, je suis allé le voir, il faut les inviter un peu à manger, à discuter, passer du temps avec eux, etc. Si vous n'avez pas cet argent-là pour la promotion, vous allez vous planter. Vous avez des films d'Hollywood qui valent rien, mais qui marche à fond la caisse parce qu'il y a une publicité du feu de Dieu. Voilà. Et c'est là où il faut faire appel au discernement justement des gens, parce que la publicité, c'est une forme d'aliénation ou d'hypnotisme, où on prend pour argent comptant ce qu'on nous dit tout simplement. Tout à fait. Par exemple, la publicité pour le yaourt. Hein, on vous dit, si vous ne mangez pas un yaourt tous les jours, vous allez finir en poussière. De toute façon, vous finirez en poussière, mais si vous voulez finir plus vite en poussière, prenez un yaourt. C'est pour ça que je dis que le yaourt, je le prescris la veille du départ dans l'au-delà. Voyez. Alors quand on dit joyeux, il dit que le yaourt il tue. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que c'est un cadeau. La veille du départ. Donc le jour où ma femme va offrir un yaourt, je me dirai demain, j'ai le syndrome des petites ailes. On l'appelle comme ça en médecine. Syndrome des petites ailes. C'est joli. C'est mignon, oui, c'est poétique. Par contre, là, ce qui est effrayant par rapport au laitage, vous voyez, souvent dans les bureaux, on peut voir les dames ou les secrétaires qui travaillent dans les bureaux avoir leurs petits plats. Voilà. Et souvent, j'ai bien entendu des femmes qui, pour lutter contre l'ostéoporose, ont leurs 3 yaourts par jour. C'est pas contradictoire, ça? Complètement. Seulement, c'est la pub. La pub leur a montré la veille au soir, et donc c'est capté. Et quand une pub est réalisée aujourd'hui, dites-vous qu'elle est testée. Elle est parfaitement testée, et d'une manière extraordinairement précise, sur une population, à un âge précis, à une heure précise. Donc, ils savent parfaitement que quand ils présentent tel produit, comme le yaourt dont vous venez de parler, eh bien, il va y avoir tant de milliers de consommations. Parce qu'ensuite, dans les supermarchés, vous avez des caméras. La caméra n'est pas faite que pour le voleur. Elle est pour savoir si la rangée de yaourts qui a été présentée à la télé, en combien de temps elle va disparaître. En combien de temps elle va être achetée par les gens. On voit très bien tout ça. Non, alors, vous savez, les publicitaires sont extrêmement intelligents. Ils connaissent notre cerveau profond, c'est-à-dire notre cerveau réactif, notre cerveau réflexe. Vous voyez, on me présente ça, je le veux. Alors, ça sera par exemple, j'en sais rien, une paire de lunettes par exemple. Vous avez besoin de lunettes, bon, ben, on va vous dire, affle le loup, hein, et vous en achetez une, vous avez 3 paires. Bon, il vous fait payer 3 fois le prix. On vous martèle, bon. Mais vous dites, j'en ai acheté une, j'en ai eu 2 paires de plus. Bon, en réalité, vous payez quand même. C'est de la pub. Donc, il faut avoir un esprit critique. Il ne s'agit pas de refuser la pub. Il s'agit de dire, quel message on est en train de me faire passer? Parce que si Raphaël me fait de la pub de son huile d'olive, je sais que c'est du solide. S'il me montre par exemple des grenades et qu'il m'explique pourquoi dans la grenade il y a des bons produits pour lutter contre le vieillissement, contre le cancer, etc., là j'ai confiance. Mais parce que je connais, vous comprenez? Seulement le problème, c'est que pour passer de la grenade à la télé en pub, il faut voir le pognon qu'il faut mettre. On n'a pas cet argent-là pour le faire, vous voyez? Donc on relaye par Radio Bien-être. Voilà, Donc qui diffuse sur la planète entière, non, j'imagine? Sur toute la francophonie. Donc Canada. Canada,
Algérie, Maroc, voilà, les pays d'Afrique Alors, du nous saluons Nord. tous nos amis du Canada, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Belgique, de Suisse, les Vaudois, et ceux qui vont faire la votation. Ils sont en train de voter demain. Oui. Donc on les salue parce que c'est des gens de grande qualité partout. Et au Vietnam aussi, vous devez transmettre là-bas, Oui, non? on peut se connecter du monde entier en fait, puisque c'est une web radio. Radio Bien-être. Radio bien-être. Magnifique. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, professeur. Raphaël, un petit mot sur, effectivement, le professeur Joyeux nous parlait des huiles d'olive. Donc toi, tu as un domaine agricole qui s'appelle la Ferme qui soigne et qui se trouve à Saint-Privat, c'est ça, dans le sud de la France? Oui, on a donc une partie verger d'olives où il y a à peu près 1500 variétés. Il y a 1500 oliviers avec 280 variétés différentes que j'observe, que j'expérimente, et à côté 1120 environ arbres fruitiers dont on a sauvé la génétique et en même temps sauvé l'usage. Parce que j'aime bien parler, quand je peux, c'est pas toujours le cas, avec les personnes âgées, elles ont souvent l'usage. Je vous parle d'une poire des Cévennes, la Bourseille. Eh bien, cette poire, quand j'ai sauvé le greffon, au bout de 3 ans, j'ai eu les premières poires. J'ai voulu les manger. Elles étaient râpeuses, dures. J'ai dit, j'ai loupé la connaissance de la cuisinière. Et je suis retourné dans les Cévennes pour d'autres occasions. Et là, j'ai dit, la Bourseille, elle se coupe en deux, elle se met dans un plat au four. Et là, c'est du flan. C'est divin, les connaisseurs, ils se mettent à genoux. Parce que... c'est un vrai délice. C'est un vrai délice de vous écouter aussi, Raphaël. Et donc, il faut toujours sauver l'usage. Et c'est là, vous voyez, les savoir-faire de nos anciens qui sont galvaudés. Mais les jeunes, ils en ont rien à faire. Ils vont sur leur boîte machin. Là, dans les trains, vous vous asseyez à côté, mais vous dites, sur quelle galaxie je suis? Il n'y a personne qui vous dit bonjour. Ils sont tous avec des machins, des dada. Je comprends qu'il faut vivre aussi avec son époque. Mais voilà. Donc, on a installé... si vous voulez. C'est un conservatoire de différents arbres, mais il y a sur le domaine d'autres arbres. C'est un grand domaine agricole de plusieurs hectares. Oui, il y a une vingtaine d'hectares. Donc, pas tout. Je laisse des zones sauvages, je laisse des endroits aussi pour favoriser la forêt nourricière, où j'ai mis des bouleaux, dont bientôt, dans 15 jours, on va brancher les tuyaux. Pour prendre la sève de bouleau, la sève des saules pour les inflammations, parce que c'est salix, c'est de l'aspirine, des arbres qui vous donnent du sucre, comme je viens de manger le nom là, l'érable à sucre du Canada, j'en ai mis pas mal parce que c'est sympa. Un explorateur. Oui, non mais c'est la forêt qui nourrit. Voilà, moi tout doit nourrir, même les fleurs. Donc la forêt qui nourrit. Les fleurs, par exemple, mes roses. J'ai des roses qui me servent pour mes cosmétiques, mais j'ai aussi des roses qui donnent à manger. Que tu manges. Oui, que je mange, mais après le bouton floral, et il est bourré de vitamine C, mais c'est pas un petit truc. Voilà. Donc, même tout ce qui est ornemental, pour moi, a une finalité culinaire. Alors, cette ferme qui soigne, eh bien, moi, j'agis avec bon sens. J'essaye parce que je trouve qu'on a une nature formidable. Dieu nous l'a vraiment offerte, à nous les hommes, et c'est à nous de le respecter. Et donc il y a des pierres que les hommes des mégalithes utilisaient déjà pour se ressourcer. Elles ont été découvertes par Jacques Bonvin. Je les ai laissées dans leur rituel. Les gens s'allongent là-dessus. Il y a des pierres que j'ai prises dans une mine d'uranium qui est juste à côté pour tout l'effet anti-inflammatoire. Et puis il y a les arbres qui pour moi ont une utilité, pas uniquement pour produire, mais aussi tous ces vieux arbres qui sont des arbres souvent totems, qui séparaient des propriétés. C'était l'arbre maître, c'est lui qui fait foi de bornage. Et donc ces arbres, j'invite mes hôtes à les enlacer. C'est prouvé scientifiquement maintenant par les ondes scalaires, tout ce qui se passe, le différentiel entre la sève
et votre propre circulation crée un champ magnétique intéressant, entre autres, hein, il y a plein d'autres phénomènes. Et donc cette nature généreuse tout autour de vous, eh bien, modestement, j'apprends aux gens à trouver le mode d'emploi. Et pas seulement pour être bien, mais pour se nourrir aussi. Il y a tellement de choses sauvages à chaque saison. Là, la semaine prochaine, je vais avoir le plaisir de ramasser les asperges sauvages, mais il y a une autre asperge que mon grand-père m'avait appris, qui est du houblon sauvage, mais ils appelaient ça l'asperge aussi. Et donc, tant que les tiges juvéniles sont là, parce que c'est plus facile à mâcher, voilà, il y a les salades, il y a les poireaux sauvages, on en a encore, on en a eu tout l'hiver. Et puis... la nature est abondante en fait. Elle est abondante sous les pieds. Moi j'aime bien rechercher et après on a les potagers où on a des choses en toute saison. Et puis j'ai un potager un peu particulier que j'avais appelé le potager du feignant. Et puis mes copains intellectuels m'ont dit non Raphaël, tu es méprisant en parlant comme ça. Je sais que tu n'aimes pas trop les intellectuels, mais il m'a dit non, appelle-le le potager perpétuel. Je dis ok. Parce qu'en fait, j'ai plein de légumes qui se renouvellent tout le temps. Donc finalement, on peut venir visiter ce domaine et sur rendez-vous. D'accord, ok. Oui, parce qu'il y a également un gîte et puis des soins sur place, des massages. Voilà, à l'huile. Donc ce domaine, tu l'entretiens avec ton épouse Babette, que je salue, qui est juste à côté. Merveilleuse épouse. Et voilà, et donc, plus les années passent, et plus je me dis, surtout en voyant l'activité débordante d'enseignement que fait le professeur Joyeux et sa femme, il faut peut-être, il y a tellement de monde qui te demande que il faut peut-être faire un peu plus de pédagogie. Alors, je croyais avoir fait beaucoup déjà en ayant créé un labyrinthe des senteurs pour rééduquer le goût, l'odorat. Mais là, j'ai frappé encore plus fort et j'ai créé le sentier des cultures. Tout ça aussi pour faire pied de nez aux intellectuels. Parce qu'ils nous abreuvent de paroles, ils agissent jamais. Enfin bref. C'est un homme d'action, Raphaël. et donc, ce sentier des cultures va avoir 10 thématiques qui sont importantes pour moi. Mais je me rends compte que j'ai tellement de choses à faire découvrir que maintenant je suis en train de faire des sous-thématiques. Et puis finalement, un sentier n'est pas assez, je vais en faire 3. Parce qu'il y a tellement de choses à faire découvrir. Créatif. Voilà. Et donc, eh bien... la biodiversité fruitière, la biodiversité sauvage, les abeilles. Je vais faire quelque chose d'unique avec des ruches solaires, avec des ruches en cercle, en créant des vortex où l'homme va se mettre au centre. Il sera au centre des vortex sur une table dont il va respirer l'odeur de la ruche et le bourdonnement de la ruche tout autour de son corps. Son corps va vraiment s'immerger dans cette ambiance parce que les abeilles, c'est aussi du subtil. Alors, puis il y a tous les produits de la ruche que nous exploitons, mais avec modération. Pardon Raphaël, donc tout cela dans le bio. Hein, dans la façon. Non, donc on le précise. Voilà. De toute façon, c'est de la biodynamique. Alors, juste petite, parce que je voulais juste rebondir puisque j'ai le plaisir d'avoir Madame Joyeux à côté de moi. C'est parce qu'une question me revient souvent lorsqu'on parle de bio. Souvent, vous avez les personnes qui vont vous dire « Ouais, de toute façon, c'est trop cher, c'est pas dans le budget, etc. » Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre? C'est vrai qu'il y a la possibilité, de toute façon, d'investir dans son alimentation pour sa santé, mais vous avez effectivement quand même des personnes qui ont des budgets très, très restreints. Comment pourrait-on les conseiller pour qu'ils puissent avoir une alimentation un peu meilleure avec ce qu'ils peuvent avoir sous la main, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent trouver dans les magasins? Oui, alors dans les magasins, il faudrait quand même sélectionner un peu. C'est-à-dire que on dit toujours le bio c'est plus cher et on évalue à peu près à 25% le coût supérieur du bio par rapport au non bio. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que le non bio qui est traité avec des pesticides contient 25% d'eau. C'est de l'eau stockée par l'action hormonale de ces pesticides qui sont des hormones de synthèse. Voilà. Alors déjà, on est un peu trompé parce que quand vous allez cuire ces aliments, eh bien, ils vont fondre, ils vont perdre un quart de leur poids.
Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, les produits de l'agriculture conventionnelle, qui sont donc dans des terrains traités, donc appauvris, ces produits-là contiennent moins de micronutriments. Quand vous nourrissez avec des produits bio complets, ce qui est préférable, que vous n'épluchez pas, vous les broussez, donc vous gardez une partie, vous n'éliminez pas une partie quantitativement, c'est important, c'est presque 10%. Que vous allez cuire avec un mode de cuisson court et très rapide, c'est la vapeur douce, eh bien, vous avez une plus grande satiété, vous êtes obligé de mastiquer, ce qui est très important, et qui contribue à la satiété. La mastication et la salivation sont la première étape de la digestion qu'il ne faut surtout pas sauter. On n'avale pas d'un seul coup, on mastique longuement. Et là, vous avez une meilleure satiété, une meilleure nutrition. Si on ajoute à cela que le fait de consommer complet, c'est beaucoup plus nutritif, et qu'on mange moins de produits de viande, de produits industriels, on va manger plus de poissons, on va faire des économies de coûts, on va transférer les coûts sur des produits plus utiles, plus importants, et on va avoir une dépense totale, ça a été prouvé, ça a été vérifié par des consommateurs, une dépense totale qui est voire inférieure. Et il faut dire que quand vous voyez les caddies dans les supermarchés, on achète beaucoup de pâtes, de riz blanc, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut? On ne le mange pas tel quel, on va ajouter des sauces, on va ajouter des fromages de mauvaise qualité, et donc on va encore plus encrasser nos organismes et être fatigué en mauvaise santé. Et quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On va manger plus en quantité, en se disant j'ai besoin d'énergie, donc je mange plus. C'est donc un engrenage, un cercle vicieux qu'il faut savoir couper. Il faut aller plus vers les fruits, les légumes, en salade, en crudité ou cuits de façon très simple, très rapide et al dente. Merci Christine Joyeux. Alors, pour aller plus loin dans cette réflexion, je vous invite, auditrices, auditeurs, à consulter, à lire les ouvrages de Christine Joyeux. Vous pouvez nous répéter les titres de vos ouvrages? Oui, ils sont sur mon site christinebjoyeux.com. Alors, le premier, c'est un ouvrage très, très complet qui va faire, c'est un peu un tour d'horizon assez précis de la nutrition, de la théorie à la pratique, jusqu'aux recettes de cuisine et à tous les modes de cuisson. C'est le guide pratique de gastronomie familiale. Le second, c'est un livre qui est destiné à la cuisson vapeur douce exclusivement. Donc, pourquoi et comment? On montre, on explique comment ça marche, la cuisson vapeur douce, quels paramètres il faut demander aux outils de cuisson, et puis des recettes, encore une fois, des recettes simples, rapides. Je cuisine en 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Il faut que ce soit très rapide. Alors, celui-là s'appelle « Tout à la vapeur douce, pourquoi et comment ?» Et le troisième, c'est le petit dernier. C'est un livre, c'est une pédagogie destinée aux enfants de 4 à 12 ans, pédagogie de la nutrition. Donc, je leur explique un peu en résumé le guide pratique. Je leur explique la nutrition, comment ça marche. La nutrition, se nourrir, la bouche, les dents, la salive, etc. Mais les aliments, les nutriments, quels sont-ils? Jusqu'où il faut aller pour connaître les nutriments? Et puis après, j'explique, je donne des conseils de nutrition pratique sur les menus, ce qu'on doit manger dans la journée, et puis les paramètres pratiques jusqu'aux recettes de cuisine. Et ma grande joie, c'est quand des adultes achètent ce livre pour eux-mêmes parce qu'ils ont compris qu'ils ont tout ce qu'il faut, très simplifié, mais tout ce qu'il faut pour apprendre à se faire la cuisine de façon saine. Il s'appelle « Avec ma Mini, je cuisine en chantant pour ma santé ». Il y a des dessins, des comptines, des chansons et un CD à la fin qui est offert, qui a été enregistré avec 2 groupes d'enfants et de façon tout à fait gracieuse pour contribuer à ce projet. Merci Christine Joyeux. Je voulais rendre hommage justement à Madame Joyeux parce que comme on dit souvent, derrière tout grand homme, il y a également une grande dame. Non, donc, nous ne sommes grands ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Nous sommes joyeux, ça c'est sûr.
Simple, c'est sûr, et en même temps, un très grand plaisir pour moi de m'être rendu compte que mon épouse, au fur et à mesure ça fait 42 ans qu'elle me supporte et que je la supporte au sens de porter, n'est-ce pas? Et au fond, elle avait fait du droit européen, mais à force de voir des collègues qui sont venus à la maison, des collaborateurs, de nous entendre, tout ça, elle s'est rendue compte que bon, j'étais sur la théorie, et que la théorie c'est bien gentil, mais il faut aller à la pratique. Et donc, elle a mis en place la pratique, et ça, c'est pour moi une récompense absolument fondamentale. Et nos 6 enfants, on peut dire même 2 de plus que nous avons adoptés, qu'on a amenés à l'âge adulte, ont parfaitement compris. Il n'y en a aucun qui s'est opposé à tout ça. Ils sont tous partis avec leur cuivre à vapeur, ils appellent leur mère. Et je dirais, même les garçons, moi je ne suis pas du tout dans ce domaine pratique de la gastronomie, mais je suis là pour goûter. Mais nos garçons font une excellente cuisine que leur a appris leur mère, ça c'est sûr. Et filles aussi, bien sûr. Et là, ça veut dire que le message est passé. Et je pense qu'ils transmettront aux petits-enfants. On verra ça de loin, mais ça se fera. Parfait. Écoutez, je vous remercie infiniment du temps pris pour Radio Bien-être, pour cette interview. Donc Nathalie Mahé, Booste ta vie agit, professeur Joyeux, merci. Avec grand plaisir. Raphaël Colici, merci. Babette, merci d'être là aussi présente. Et merci infiniment pour cet entretien tout à fait spontané, Christine Joyeux. À bientôt, chers auditeurs, avec beaucoup de plaisir. Vous avez suivi l'émission Booste ta vie agit, animée par Nathalie Mahé-Chimbert. Retrouvez nos émissions et nos interviews exclusives chaque semaine et retrouvez-moi aussi sur mon site Booste ta vie agit, www.boostetaviagit.com. À bientôt mes chers boosters et boosteuses de vie en action.